La neige crissait sous mes bottes, alors que je marchais péniblement le long du sentier forestier, chaque pas soulevant de petits nuages de poudreuse blanche qui dansaient autour de mes chevilles. L'hiver s'était abattu sur Ravenhalt avec une férocité inhabituelle cette année, recouvrant la forêt de conifères de couches d'un blanc immaculé qui scintillaient comme des diamants sous le soleil déclinant de l'après-midi. Le froid mordant transperçait mon manteau élimé, mais cela m'importait peu. Après avoir passé la majeure partie de ma vie dans la colonie humaine surpeuplée à la lisière du territoire des métamorphes, je m'étais habituée à l'inconfort. Mes doigts agrippaient la lanière en cuir usé de ma sacoche, le poids familier des fournitures médicales m'offrant un maigre réconfort. 3 ans de travail en tant que seule infirmière humaine de la ville m'avaient appris à chérir ces voyages solitaires pour récolter des herbes dans la zone neutre entre nos colonies. Ces moments de calme n'appartenaient qu'à moi. Pas de patients anxieux, pas de regards soupçonneux, ni de rappel constant que je ne serais jamais vraiment à ma place nulle part. Mes cheveux blonds pâles, presque blancs dans la lumière hivernale, ne cessaient de s'échapper de mon bonnet de laine, les mèches dansant devant mes yeux à chaque rafale de vent. Grand-mère disait autrefois que mes cheveux étaient une bénédiction de la déesse de la lune, la marque que j'étais destinée à quelque chose de plus grand que la vie qui m'avait été donnée. Le souvenir de ses mains douces, tressant mes cheveux chaque matin avant l'école, fit monter une boule douloureuse dans ma gorge. « Tu portes la guérison dans tes mains, Elénore, » chuchotait-elle en pressant son pendentif en argent dans ma paume. « N'oublie jamais que ta douceur n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force. » Je touchai le pendentif, sa forme familière d'une petite lune berçant une étoile, polie par des années de manipulation anxieuse. C'était tout ce qu'il me restait d'elle. Ce petit gage, et sa sagesse sur un monde qui n'avait que faire des choses douces. Soudain, un cri perçant déchira le silence de la forêt, effrayant une volée de corbeaux perchés. Le son était inconfondable. Le gémissement de détresse d'un enfant, un très jeune enfant. Je me figeai, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. J'étais dangereusement proche du territoire des métamorphes, un endroit où les humains s'aventuraient rarement sans permission, et encore moins les femmes seules sans protection. Le cri retentit à nouveau, plus faible cette fois, suivi d'un hurlement bas et lugubre qui me fit frissonner. Les loups métamorphes, le clan le plus puissant de la région, étaient dirigés par le roi Alpha Blakestone, notoirement impitoyable, et dont le mépris pour les humains était légendaire. Les récits de sa cruauté circulaient dans notre colonie comme des histoires de fantômes racontées pour effrayer les enfants, sauf que celles-ci étaient réelles. Le bon sens me hurlait de faire demi-tour, de battre en retraite vers la sécurité de la colonie humaine. Mais ce cri, il touchait quelque chose au plus profond de moi, quelque chose qui transcendait la peur et l'instinct de conservation. Avant que je ne puisse reconsidérer ma décision, mes pieds me portaient déjà vers le son, chaque pas m'enfonçant plus profondément dans un territoire où je n'avais aucun droit d'être. Les arbres s'éclaircirent légèrement, révélant une petite clairière. Là, blotti contre les racines noueuses d'un vieux chêne, gisait un petit louveteau. Sa fourrure était d'un blanc argenté éblouissant contre la neige. Même de loin, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas. Les pattes arrière du louveteau reposaient à un angle étrange, immobile malgré ses tentatives désespérées pour ramper vers l'avant. M'approchant prudemment, je m'agenouillai dans la neige à quelques mètres, essayant de paraître aussi inoffensive que possible. « Bonjour, petit », chuchotai-je en tendant la main, paume vers le haut. « Je ne te ferai pas de mal. » Les yeux du louveteau, d'un or ambré extraordinaire, se fixèrent sur moi avec une intelligence qui me coupa le souffle. Il n'y avait aucun doute sur la conscience dans ce regard. C'était un enfant métamorphe, pas un loup ordinaire. La peur me noua l'estomac. Interférer avec un enfant métamorphe, surtout un de la lignée royale comme je le soupçonnais vu sa couleur inhabituelle, pouvait signifier la mort. Pourtant, le louveteau gémit à nouveau, un son d'une souffrance si profonde que ma décision fut prise en un instant. Je retirai lentement mon écharpe et l'attendis pour que le louveteau la renifle. « Je suis infirmière », dis-je doucement, même si je savais que l'enfant était trop jeune pour comprendre. « J'aide les gens qui sont blessés. Veux-tu me laisser t'aider ?» À ma grande surprise, le louveteau cessa de grogner et émit un petit couinement pitoyable,
laissant tomber sa tête dans la neige en signe de reddition. Avec des mouvements doux, j'examinais les pattes arrière du petit, mes doigts exercés trouvant les signes révélateurs d'une malformation congénitale plutôt que d'une blessure. Il était né ainsi, incapable de marcher correctement, probablement abandonné pour mourir conformément à la loi des métamorphes. Les forts survivent, les faibles périssent. Une tradition cruelle mais ancienne. Pauvre petite chose, murmurai-je, sentant les larmes piquer mes yeux. Tu as été laissé ici tout seul, n'est-ce pas? Décision prise, j'enveloppais soigneusement le louveteau dans mon écharpe et le soulevai dans mes bras. Le petit corps tremblait contre ma poitrine, cherchant la chaleur. « Je vais prendre soin de toi », promis-je en glissant le paquet à l'intérieur de mon manteau. Personne ne mérite d'être laissé seul dans le froid. Une brindille craqua derrière moi. La forêt tomba dans un silence de mort. Même le vent sembla retenir son souffle. Lentement, je me retournai, serrant le louveteau contre ma poitrine. Il se tenait à l'orée de la clairière, un homme qui n'était clairement pas qu'un homme. Même sans la couronne de branches d'argent torsadée reposant sur ses cheveux sombres, sa présence seule aurait proclamé son identité. Le roi Alpha Blakestone, près de 2,10 mètres de puissance brute, vêtu de fourrure noire qui rendait ses larges épaules encore plus imposantes. Son visage n'était qu'angle vif et plan impitoyable, une cicatrice courant de sa tempe droite à sa mâchoire, ne faisant que rehausser la beauté dangereuse de ses traits. Mais ce furent ses yeux qui me clouèrent sur place. Des yeux du même or ambré extraordinaire que ceux du louveteau, maintenant plissés d'une fureur froide qui glaça le sang dans mes veines. « Humaine », grogna-t-il, ce seul mot portant des siècles de mépris. « Tu oses violer le territoire des loups. » J'aurais dû me recroqueviller. J'aurais dû implorer sa pitié. Mais le petit corps tremblant contre mon cœur me donna un courage que je ne me connaissais pas. Cet enfant souffrait, dis-je, ma voix étonnamment stable. Abandonné pour mourir dans la neige. Quelque chose traversa son visage si rapidement que je faillis le manquer. De la douleur peut-être, ou de la reconnaissance. Ce n'est pas votre affaire. 3 longues enjambées l'amenèrent à portée de main, sa forme imposante bloquant la lumière déclinante du soleil. Le louveteau est faible. La nature a pris sa décision. La nature m'a aussi donné des mains qui peuvent guérir et un cœur qui ne peut se détourner de la souffrance, répliquai-je en resserrant mon étreinte sur le petit. Allez-vous condamner cet enfant parce qu'il est né différent, parce qu'il a besoin d'aide? Ses narines frémirent alors qu'il humait l'air, m'étudiant avec une intensité déconcertante. « Tu sens les herbes et la guérison », observa-t-il, la voix légèrement moins dure. « Tu es une guérisseuse parmi les tiens, une infirmière, confirmai-je. Je cueillais des herbes médicinales quand j'ai entendu pleurer. » La mâchoire de l'alpha se contracta, un muscle tressaillant sous la cicatrice. « Ce louveteau est mon fils. » La révélation me frappa comme un coup physique. Pas n'importe quel enfant métamorphe, mais la propre progéniture du roi Alpha. J'étais pour ainsi dire morte. Pourtant, au lieu de m'abattre sur place, il fit quelque chose d'inattendu. Il s'approcha et regarda le paquet dans mes bras avec une expression indéchiffrable. Quelque chose entre l'angoisse et la résignation. « Le conseil a exigé qu'il soit laissé aux éléments, » dit-il doucement. « Un futur alpha ne peut être imparfait. »« Et vous avez accepté ?» Je ne pus empêcher l'horreur de percer dans ma voix. Ses yeux se plantèrent dans les miens, un grondement montant dans sa poitrine. « Tu ne sais rien de nos coutumes humaines, rien du fardeau du commandement ou du prix de la force. » « Je sais que c'est un enfant qui mérite une chance de vivre, » rétorquai-je, me surprenant moi-même par mon audace. « Et je sais que vous êtes le roi Alpha. Votre parole est loi. Si vous dites qu'il vit, qui oserait vous défier ?» Pendant un long moment, il se contenta de me fixer, son expression illisible. Puis, à ma grande stupeur, il tendit les bras. « Donne-moi mon fils. » Mes bras se resserrèrent instinctivement autour du louveteau. « Pour que vous puissiez le laisser mourir ailleurs ?» Une lueur dangereuse entra dans ses yeux. « Tu m'as remis en question 2 fois, humaine.
Donne-moi mon fils, ou je le prends, et je laisse ton corps brisé au corbeau. » Les mains tremblantes, je lui remis le paquet. Le louveteau gémit en changeant de main, un son qui me déchira le cœur. J'avais échoué à sauver cet enfant innocent. Je fermai les yeux, incapable de supporter la vue de ce qui allait suivre. Mais au lieu du bruit de pas s'éloignant, j'entendis un murmure doux. En ouvrant les yeux, je vis le roi Alpha berçant son fils contre sa poitrine, chuchotant des mots dans une langue ancienne que je ne comprenais pas. La tendresse de ce geste contrastait tellement avec sa réputation effrayante que je ne pus que le fixer, émerveillé. « Quel est ton nom, humaine ?» demanda-t-il sans lever les yeux du louveteau. « Élénore, chuchotai-je. Élénore Grey. Élénore Grey ?» Il testa le nom, sa voix grave lui donnant un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. « Tu as montré un courage que peu de gens de ton espèce possèdent, et de la sagesse, peut-être. » Ses yeux rencontrèrent les miens, ne brûlant plus de fureur, mais calculateurs, évaluateurs. « Mon fils a besoin de soins, des soins spécialisés que nos guérisseurs ne peuvent fournir. » Mon cœur rata un battement dans ma poitrine. Je pourrais aider. J'ai travaillé avec des enfants nés avec des conditions similaires. Tu entrerais de ton plein gré dans la tanière du loup ? Un sourire sans joie courba ses lèvres. Sachant que tu pourrais ne jamais en repartir. L'implication était claire. Ce n'était pas une petite offre. C'était une bouée de sauvetage pour l'enfant, mais une potentielle condamnation à mort pour moi. Si j'acceptais, j'entrerais dans un monde où les humains étaient considérés comme des êtres inférieurs, entourés de prédateurs qui pourraient ne voir en moi qu'une proie. Mais l'alternative était impensable. Partir, abandonner cet enfant au sort qui l'attendait. Oui, dis-je, la décision étonnamment facile une fois prise. Je le ferai. Quelque chose changea dans l'expression de l'alpha. Du respect, peut-être, ou simplement de la surprise qu'une humaine soit si insensée. « Alors tu viendras avec nous », déclara-t-il, son ton indiquant clairement que ce n'était pas une demande, mais un ordre. « Tu s'occuperas des besoins de mon fils. S'il prospère sous tes soins, tu seras récompensé. S'il ne le fait pas... » Il laissa la menace en suspens. La nuit tombait rapidement maintenant, la forêt s'assombrissant autour de nous. Le roi Alpha se retourna, s'attendant clairement à ce que je suive sans poser de questions. « Attendez !» appelai-je, me hâtant pour rattraper ses longues enjambées. « Quel est son nom ?»« Votre fils. » L'Alpha s'arrêta, regardant le louveteau qui dormait maintenant contre sa poitrine. Pendant un instant, j'aperçus quelque chose de presque vulnérable dans son expression. Un père regardant son fils, et non un alpha évaluant une faiblesse. « Il n'a pas de nom, » dit-il finalement. « Les noms sont donnés lors de la cérémonie de nomination à la pleine lune après la naissance. Il a été jugé indigne. » La cruauté désinvolte de cette déclaration fit jaillir en moi une colère brûlante et inattendue. « Alors peut-être qu'il est temps qu'il en reçoive un, » suggérai-je, plus hardiment qu'il n'était sage. Les yeux de l'alpha se plissèrent légèrement, mais à ma grande surprise, il hocha la tête. Peut-être bien. Il m'étudia un long moment. La lune se lève, Élénore Grey. Nous devons atteindre la meute avant la nuit noire. Des dangers rôdent dans ces bois que même moi je ne tenterai pas. Sur ce, il se retourna et continua de marcher, sa forme puissante taillant un chemin à travers la neige. Je suivis, parfaitement consciente qu'à chaque pas, je laissais derrière moi tout ce qui m'était familier, pour m'aventurer dans un monde où je n'étais ni bienvenue, ni comprise. Pourtant, en regardant la façon douce dont le redoutable Alpha berçait son fils, je sentis le premier frémissement d'espoir. Peut-être qu'en sauvant cet enfant, je découvrirais ce que ma grand-mère avait toujours insisté qui m'attendait. Un but plus grand que je n'avais osé l'imaginer. Derrière nous, le soleil glissa sous l'horizon, projetant de longues ombres à travers les arbres. Devant nous s'étendait l'inconnu, un chemin que je n'avais jamais eu l'intention d'emprunter, menant à un destin que je n'aurais jamais pu prévoir. La forteresse de l'Alpha se dressa devant nous, une structure tentaculaire de pierres sombres et de flèches imposantes qui semblaient percer le ciel nocturne comme des doigts accusateurs. Des torches bordèrent les murs massifs,
leurs flammes dansant dans le vent, projetant des ombres étranges sur la cour enneigée. Les gardes se mirent au garde-à-vous à notre approche, leurs yeux s'écarquillant à la vue d'une humaine marchant aux côtés de leur roi. « Monseigneur », commença l'un d'eux, son regard oscillant entre l'alpha et moi. « Le conseil est réuni. Ils attendent votre retour pour confirmer que l'acte est accompli. » L'expression de Blake se durcit, sa mâchoire se figeant en une ligne rigide. « L'acte n'a pas été accompli, » répondit-il froidement, « et le conseil répondra devant moi de sa présomption. » Le garde blêmit visiblement, reculant instinctivement d'un pas. « Oui, Alpha, cette humaine est sous ma protection, » poursuivit Blake, sa voix portant à travers la cour, où des curieux avaient commencé à se rassembler. « Elle est ici pour s'occuper de mon fils. Quiconque la menace me menace. Est-ce compris ?» Un chœur d'affirmation parcourut la foule, bien que je puisse sentir leurs regards me brûler. Curieux, hostiles, incrédules. Je gardais la tête haute, me concentrant sur le petit paquet toujours blotti dans les bras de Blake. Quels que soient les dangers qui m'attendaient ici, il valait la peine d'être affronté pour la chance d'aider cet enfant. Blake me guida à travers des portes en bois massif sculptées de loups dans diverses poses de chasse. À l'intérieur, la forteresse était étonnamment chaude, avec des tapisseries ornant les murs de pierre et des foyers rougeoyants dans le grand hall. Les serviteurs s'écartaient précipitamment de notre chemin, gardant les yeux baissés. Aucun n'osait demander pourquoi leur roi était revenu avec le louveteau condamné et une femme humaine, mais leur regard furtif en disait long. « Par ici », commanda Blake, me menant vers un escalier en colimaçon. « Mes quartiers privés sont dans la tour nord. Tu logeras dans la chambre adjacente. » Je suivis silencieusement, essayant de mémoriser la disposition de cette structure labyrinthique, tout en ignorant le nœud d'anxiété qui me serrait l'estomac. Le pendentif sous mes vêtements semblait s'alourdir à chaque pas, la voix de ma grand-mère résonnant dans ma mémoire. « Ta douceur n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force. J'aurais besoin de toute la force que je pourrais rassembler ici. » Les quartiers de Blake étaient d'une austérité inattendue pour un roi, spacieux, mais dépourvu de l'opulence que j'avais imaginée. Un immense lit à baldaquin dominait un mur, couvert de fourrure plutôt que de drap fin. Des armes étaient accrochées à un autre mur, épées, dagues, un arc magnifique, tous bien usagés plutôt que cérémoniels. Un bureau empilé de cartes et de documents se dressait près des fenêtres qui donnaient sur la forêt au-delà des murs. « Tu dormiras là », dit-il en désignant une porte que je n'avais pas remarquée. La pièce était destinée à une consoeur royale, bien que je n'en ai jamais pris. J'avalais difficilement face aux implications, mais ne dis rien alors qu'il poussait la porte. La pièce au-delà était plus petite mais confortable, avec un lit, une bassine pour se laver et une petite cheminée où crépitaient déjà des flammes fraîches. Quelqu'un l'avait préparée, attendant mon arrivée. Comment était-ce possible alors que Blake lui-même ne savait pas que je viendrais ? Comme s'il lisait dans mes pensées, Blake sourit sombrement. Les nouvelles voyagent vite dans une meute de loups. Eleanor Gray. Mon garde a envoyé un message pendant que nous étions encore dans la forêt. Il se dirigea vers un berceau en bois sculpté près de la cheminée dans sa propre chambre, y déposant doucement son fils. Le louveteau s'était transformé pendant notre voyage, redevenant un nourrisson humain avec des mèches de cheveux blancs argentés et les mêmes yeux ambrés extraordinaires. Le changement l'avait clairement épuisé. Il dormait maintenant paisiblement, ses minuscules poings serrés contre sa poitrine. Je m'approchai prudemment, ma formation médicale prenant le dessus alors que j'évaluais l'enfant. « Puis-je » demandai-je, les mains planant au-dessus du berceau. Blake hocha la tête une fois, l'expression gardée alors qu'il me regardait examiner son fils. Le bébé avait peut-être 3 mois. Il était en sous-poids, mais pas dangereusement. Ses jambes montraient les signes auxquels je m'attendais, une forme de dysplasie congénitale affectant le développement de ses hanches et de ses membres inférieurs. Une condition sérieuse, mais pas impossible à traiter. Il peut être aidé, dis-je doucement, le soulagement m'envahissant. Cela prendra du temps et ce ne sera pas facile, mais avec un traitement approprié et des exercices, il pourrait gagner une mobilité significative. Pourra-t-il marcher ? Courir ? La voix de Blake était soigneusement neutre,
mais je captai la lueur d'espoir désespéré dans ses yeux. « Je ne peux pas promettre cela, » répondis-je honnêtement. « Mais je peux promettre de lui donner la meilleure chance possible. » Blake regarda son fils endormi, le conflit évident dans chaque ligne tendue de son corps. Le conseil croit qu'un futur alpha doit être parfait dans sa forme et sa fonction. Tout signe de faiblesse invite au défi des autres meutes. Ses doigts se serrèrent en poing sur ses côtés. Ils voudraient que je sacrifie mon propre fils pour la politique. L'amertume dans sa voix me surprit. Ce n'était pas le tyran sans cœur des histoires humaines, mais un père déchiré entre le devoir et l'amour. « Et que croyez-vous » demandai-je, la question m'échappant avant que je puisse m'arrêter. Ses yeux ambrés se verrouillèrent aux miens. « Je crois que la force prend de nombreuses formes, toutes n'étant pas visibles pour ceux qui ne voient qu'avec leurs yeux. » Il toucha la joue de son fils avec une douceur qui démentait sa réputation redoutable. Je l'ai nommé Ethan dans mon cœur le jour de sa naissance. Cela signifie fort et endurant. Ethan, répétai-je en souriant au nourrisson endormi. Cela lui va bien. On frappa à la porte, interrompant le moment. La posture de Blake changea immédiatement, la vulnérabilité disparaissant derrière un masque d'autorité. « Entrez !» ordonna-t-il. La porte s'ouvrit pour révéler une femme saisissante aux cheveux noirs corbeaux striés d'argent. Elle portait des robes d'un bleu profond, brodées de runes argentées, la marquant comme une personne d'importance. Ses yeux, d'un violet surprenant, s'écarquillèrent à la vue de ma présence près du berceau. « C'est donc vrai !» dit-elle, sa voix riche et mélodieuse malgré la pointe de désapprobation. « Vous avez amené l'enfant et une humaine parmi nous, mon roi. » « Attention, Céline, » avertit Blake. « Tu parles à ton alpha. »« Et la femme ?» Céline inclina légèrement la tête, bien que sa posture restât rigide. « Le conseil exige votre présence. Il souhaite savoir pourquoi vous avez défié les lois anciennes. »« Le conseil n'exige rien de moi, » répondit Blake froidement. « Ils servent selon mon bon plaisir, pas l'inverse. » Le regard de Céline se déplaça vers moi, ses yeux violets m'évaluant. « Et qu'en est-il de cette visiteuse ? Les humains remarqueront son absence. Ils pourraient en la chercher. » Je sentis un frisson me parcourir à la menace implicite. Je n'avais pas considéré comment ma disparition affecterait la colonie humaine, ou ce qu'ils pourraient en faire en réponse. La paix fragile entre humains et métamorphes était déjà tendue. Cela pourrait la briser entièrement. « Je dois envoyer un message à la clinique, » dis-je avec urgence. « Leur faire savoir que je suis en sécurité, qu'on ne m'a fait aucun mal. » Blake considéra cela un instant, puis hocha la tête. « Céline, organise un messager. L'humaine écrira une lettre expliquant son absence prolongée. » L'expression de Céline suggérait qu'elle préférerait organiser mes funérailles plutôt que ma correspondance, mais elle inclina la tête en signe d'acceptation. « Comme vous le souhaitez, Alpha. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Le conseil se réunit à minuit. Ils ne seront pas facilement apaisés cette fois. Après son départ, je me retrouvai soudain submergée par la réalité de ma situation. Je me laissai tomber sur le bord du lit, mes jambes ne pouvant plus me soutenir. Je n'ai pas pensé à la clinique, à mes patients. Je suis la seule professionnelle médicale à des kilomètres. « Votre souci des autres est admirable, » dit Blake, m'étudiant avec cette même intensité déconcertante, mais mal placé. Votre premier devoir maintenant est envers mon fils. Le rappel piqua, même si je reconnaissais sa vérité. J'avais fait ce choix. Je devrais vivre avec ses conséquences. J'aurais besoin de fournitures, dis-je, rassemblant mon attitude professionnelle comme une armure. Des attelles, des bandages, des herbes pour la douleur, des outils pour fabriquer des orthèses au fur et à mesure qu'il grandit. Tu auras tout ce que tu requiers, promit Blake. Céline y veillera malgré ses réserves. Elle ne veut pas de moi ici. Un sourire sans joie toucha ses lèvres. Peu t'accueilleront, Eleanor Gray. Les humains et les métamorphes ont une histoire compliquée, écrite dans le sang le plus souvent. Alors pourquoi m'avoir amenée ici ? Pourquoi me confier votre fils ? Ces questions brûlaient en moi depuis la forêt.
Blake se déplaça vers la fenêtre, fixant la lune qui montait au-dessus des arbres. « Quand je t'ai trouvé avec Ethan, tu ne t'es pas recroquevillé. Tu as défié un alpha pour protéger un enfant qui n'était pas de ton espèce. » Il se retourna, son regard intense. Un tel courage mérite le respect, même de la part d'un loup. Avant que je puisse répondre, Ethan commença à remuer dans son berceau, de petits gémissements s'intensifiant rapidement en pleurs de détresse. Je vins vers lui instinctivement, soulevant le nourrisson dans mes bras avec une aisance habituelle. « Il a faim », observai-je en le berçant doucement. « À quand remonte sa dernière tétée ?» Une ombre traversa le visage de Blake. La nourrice a refusé de le toucher après le décret du conseil. Personne ne voulait. L'horreur m'envahit, alors que l'implication devenait claire. Cet enfant avait lentement été affamé, en plus de tout le reste. Nous avons besoin de lait immédiatement et d'un linge pour l'alimentation. Blake bougea avec une vitesse surprenante, donnant des ordres à un serviteur qui attendait devant la porte. Quelques minutes plus tard, un plateau arriva portant un pichet de lait, plusieurs linges et un petit instrument incurvé que je reconnus comme une cuillère d'alimentation pour nourrisson. Sous l'œil attentif de Blake, je trempais un linge dans le lait chaud et le portais aux lèvres d'Ethan, lui permettant de téter le liquide. C'était un processus lent, mais le bébé se nourrit avidement, ses petites mains agrippant le tissu. « Tu as déjà fait ça ?» observa Blake, regardant la façon douce dont je berçais son fils. « De nombreuses fois à la clinique, je m'occupe souvent de nourrissons dont les mères ne peuvent pas allaiter. » Je souris à Ethan, dont les yeux commençaient à se fermer, alors que sa faim s'apaisait. « Il est fort. Voyez comme il se nourrit bien malgré tout. » « Comme sa mère, » dit Blake doucement, une douleur lointaine entrant dans ses yeux. J'hésitai, ne sachant pas si je devais être indiscrète, mais ma curiosité l'emporta. Que lui est-il arrivé ? Pendant un long moment, je crus qu'il ne répondrait pas. Puis, sa voix basse et soigneusement contrôlée, il dit « Anya est morte en le mettant au monde. Il y a eu des complications. Nos guérisseurs n'ont pas pu la sauver. » Ses mains se serraient et se desserraient sur ses côtés. Ses derniers mots furent une supplique pour que je protège notre fils. Peu importe sa forme ou sa fonction. « Je suis désolée, » chuchotai-je, comprenant maintenant la source de son conflit. « Vous lui avez fait une promesse. Une promesse que j'ai failli briser aujourd'hui, » admit-il, le dégoût de soi dans sa voix indéniable. Par peur, non pour moi-même, mais pour lui. Une vie de ridicule et de défi attend un loup qui ne peut courir avec la meute. Ou peut-être une vie qui forge un autre type de force, suggérai-je en reposant Ethan, désormais endormi, dans son berceau. Une force qui pourrait changer la façon dont votre peuple voit la faiblesse et la différence. Blake m'étudia avec un intérêt renouvelé. Tu parles comme si tu comprenais ces choses de première main. Je touchais mon pendentif à travers mes vêtements, y puisant de la force. C'est le cas. Dans la colonie humaine, je suis tolérée pour mes compétences, mais jamais vraiment acceptée. Ma grand-mère m'a élevée après la mort de mes parents lors de la dernière escarmouche frontalière. Les gens de la ville ne m'ont jamais laissé oublier que j'aurais dû mourir avec eux. Pourtant, tu es resté. Tu guéris ceux qui te tolèrent ta peine. Je guéris parce que c'est ce que je suis, répondis-je simplement. Leur acceptation ou leur manque d'acceptation n'y change rien. Un vacarme devant la porte nous interrompit. Des voix élevées, le bruit de pas qui approchaient. Blake bougea avec une grâce prédatrice, se positionnant entre le berceau et la porte, juste au moment où elle s'ouvrit violemment. 3 hommes entrèrent, portant chacun les brassards d'argent distinctifs des membres du conseil. Ils se figèrent à la vue de la posture défensive de Blake, leurs yeux oscillant entre leur alpha, le berceau et moi. Le plus âgé d'entre eux, un homme aux cheveux blancs, au visage marqué de cicatrices, s'avança. « Alpha, tu déshonores nos traditions. Le louveteau a été jugé et trouvé. »« Silence, Thorn, » grogna Blake, le son hérissant les poils sur ma nuque. « Tu dépasses les bornes. »« Nous parlons au nom de la meute, » insista un autre conseiller. Celui-ci plus jeune, mais non moins arrogant.
Un héritier infirme nous affaiblit tous. Et maintenant tu amènes une humaine dans nos halls sacrés. La meute ne supportera pas cela. Alors qu'il me défie, répondit Blake, sa voix trompeusement douce. Que quiconque remet en question mon règne m'affronte en combat. Jusque-là, ma parole est loi. Il s'avança vers les conseillers, la puissance irradiant de lui par vagues presque tangibles. Mon fils vit. L'humaine reste. Ces sujets ne sont pas ouverts au débat. Les membres du conseil échangèrent des regards, clairement pris entre la peur et l'indignation. Nous ne pouvons pas te protéger des conséquences de cette décision, avertit Thorne, reculant vers la porte. Quand les meutes voisines apprendront que tu as choisi un héritier défectueux et amené une humaine parmi nous. Sortez. Les deux mots portaient une telle menace que même moi je reculais. Sortez avant que j'oublie que vous avez servi mon père avec honneur. Après leur départ, Blake resta immobile pendant plusieurs longues minutes, sa respiration lourde, ses doigts fléchissant comme s'il combattait l'envie de se transformer. Finalement, il se tourna vers moi, son expression sombre. « Tu vois maintenant ce à quoi nous faisons face, » dit-il. « Tout le monde n'acceptera pas ma décision. Il y en aura qui chercheront à nuire à Ethan et à toi pour préserver ce qu'ils voient comme l'ordre naturel. » La peur se leva dans mon estomac, mais je levai le menton. Je ne pars pas. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. Non, je ne crois pas que tu le ferais. Il se dirigea vers un coffre au pied de son lit et en sortit quelque chose qui brillait à la lumière du feu. Une dague, petite, mais à l'aspect mortel, sa poignée incrustée de pierres de lune. « Prends ceci, » dit-il en me l'offrant par la poignée. « Garde-la sur toi en tout temps. » J'acceptai l'arme avec hésitation, son poids inhabituel dans ma main. Je n'ai jamais utilisé de lame contre une autre personne. Prie pour ne jamais avoir besoin de le faire, répondit Blake. Mais si le choix se pose entre ta vie et celle d'un autre, ou pire, entre la vie d'Ethan et celle d'un autre, l'hésitation assurera seulement que vous périssiez tous les deux. La gravité de ces mots s'abattit sur moi alors que je fixais la dague dans une poche cachée de ma robe. Au-delà des fenêtres, la lune montait plus haut dans le ciel nocturne, sa lumière froide se déversant sur le sol. Dans sa lueur argentée, le nourrisson endormi semblait incroyablement fragile, inconscient de la tempête qui se préparait autour de lui ou de l'alliance improbable formée pour sa défense. « Repose-toi », ordonna Blake en se dirigeant vers la porte. « Les jours à venir nous mettront tous deux à l'épreuve. Je dois m'adresser au conseil maintenant, mais des gardes seront postés à l'extérieur. Toi et Ethan serez en sécurité. » Alors qu'il se tournait pour partir, je me surpris à l'appeler. « Blake !» L'adresse informelle m'échappa involontairement, mais il s'arrêta, me regardant avec les sourcils haussés. « Merci d'avoir choisi votre fils plutôt que la tradition. » Quelque chose d'indéfinissable scintilla dans ses yeux ambrés. De la surprise peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Peut-être est-ce la tradition qui doit changer, » dit-il doucement. « Peut-être est-il temps que nous apprenions tous un autre type de force. » Sur ces mots, il disparut, me laissant seul avec le prince endormi et le poids d'un avenir soudainement modifié au-delà de toute reconnaissance. Les jours se fondirent en semaines, alors que l'emprise de l'hiver sur Ravenholt se resserrait. Dans les murs de pierre de la forteresse, j'établis une routine entièrement centrée sur les soins d'Ethan. Chaque matin commençait par des exercices doux pour renforcer ses jambes, mes doigts travaillant les minuscules muscles pendant que je chantais de douces berceuses de mon enfance. Les yeux extraordinaires du nourrisson me regardaient intensément comme s'il comprenait chaque mot d'encouragement que j'offrais. « C'est ça, petit », murmurai-je, alors que ses jambes répondaient à mes manipulations. « Tu deviens plus fort chaque jour. » De son côté, Blake nous rendait visite chaque fois que ses devoirs le permettaient, se glissant souvent dans la chambre silencieusement pour observer nos séances. Je m'habituais à sentir sa présence avant de le voir, un picotement à l'arrière de ma nuque, un changement subtil dans l'air. Bien qu'il intervînt rarement, ses questions sur les progrès d'Ethan étaient constantes,
chaque amélioration notée avec une fierté féroce qui démentait son attitude extérieure stoïque. Il a tenu son poids pendant plusieurs secondes aujourd'hui, rapportai-je un soir, alors que Blake se tenait près du berceau. C'est une petite victoire, mais significative. Chaque victoire compte, répondit Blake, sa grande main engloutissant la minuscule main de son fils. Peu importe sa taille. Dans ces moments calmes, j'apercevais l'homme sous l'alpha, un père désespéré pour le succès de son enfant, un leader remettant en question les traditions qu'il avait été élevé pour défendre. Il devenait de plus en plus difficile de concilier ce Blake avec le monstre des légendes humaines. La vie au sein de la meute, cependant, restait précaire. Alors que certains métamorphes avaient recommencé à accepter ma présence, hochant respectueusement la tête lorsque nous nous croisions dans les couloirs, d'autres montraient clairement leur hostilité. Plus d'une fois, j'entrais dans ma chambre pour trouver des signes subtils d'intrusion, des objets légèrement déplacés, l'odeur persistante d'un loup inconnu. Céline se révéla une alliée inattendue dans ces eaux troubles. Bien qu'initialement froide, la guérisseuse de la meute s'était réchauffée à mon égard progressivement après avoir observé mes soins dévoués envers Ethan. « Tu as des mains qui guérissent », admit-elle un après-midi en observant une séance de thérapie. Je n'ai jamais vu une telle amélioration dans une condition que nos guérisseurs jugeaient désespérée. « Ce n'est pas désespéré, » répondis-je, démontrant une nouvelle technique d'étirement. « Cela demande juste de la patience et de la constance, qualité dont les loups manquent souvent, » nota-t-elle avec un humour sec. « Nous préférons les solutions immédiates, l'action décisive. Certains problèmes ne peuvent pas être résolus avec des crocs et des griffes. » Les yeux violets de Céline m'étudièrent pensivement. « Peut-être est-ce pour cela que la déesse de la lune t'a envoyé vers nous, Eleanor Grey, pour apprendre de nouveaux tours à une vieille meute. » Ces mots restèrent avec moi longtemps après son départ, résonnant avec la croyance de ma grand-mère que j'étais destinée à quelque chose au-delà de ma colonie humaine. Le changement le plus significatif, cependant, survint la nuit de la pleine lune. J'avais été prévenue de rester dans mes chambres pendant la chasse mensuelle de la meute, un rituel sauvage et sacré où même les métamorphes les plus civilisés s'abandonnaient à leurs instincts primaires. Ethan, trop jeune pour se transformer volontairement, avait été agité toute la journée, sentant l'énergie lunaire qui appelait son loup. À l'approche du lever de la lune, Blake entra dans nos chambres, ses mouvements déjà plus fluides, plus prédateurs qu'humains. « Nous chassons ce soir », dit-il simplement, sa voix plus rauque que d'habitude. « Tu resteras ici jusqu'à l'aube. » Je hochai la tête, m'étant attendu à cette instruction. Mais alors, il me surprit. « Je veux qu'Ethan sente le clair de lune, » poursuivit-il, en s'approchant du berceau où son fils se tortillait avec une agitation inhabituelle. « Même s'il ne peut pas courir avec la meute, il doit connaître son héritage. » Ma protestation mourut avant d'être prononcée, alors que je reconnaissais l'importance de ce moment. Blake souleva Ethan avec précaution, le berçant contre sa poitrine en se dirigeant vers les portes du balcon. Dehors, la pleine lune pendait basse et lourde dans le ciel nocturne, sa lumière argentée les baignant tous deux, alors que Blake tenait son fils face à leur mère céleste. « Tu es un loup », chuchota Blake à l'enfant, béni par la lune, et fort d'une manière que le conseil ne pourrait comprendre. Un jour, tu trouveras ta propre façon de courir avec la meute. La réponse du nourrisson fut immédiate et étonnante. Bien qu'il ne pût se transformer complètement, un chatoiement de fourrure argentée ondula sur sa peau, ses yeux brillants d'une lumière ambrée accrue. Un petit hurlement inconfondable monta de sa gorge, faible mais défiant, appelant la lune qui tirait sur son sang. Les yeux de Blake rencontrèrent les miens au-dessus de la tête de son fils, féroce de triomphe et de quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. À ce moment-là, je compris que je lui avais donné plus que des soins médicaux pour son enfant. Je lui avais donné de l'espoir. Après avoir remis Ethan dans son berceau, Blake s'attarda près de la porte du balcon, le clair de lune projetant des ombres dramatiques sur ses traits. « Eleanor », dit-il, utilisant mon prénom avec une intimité qui envoya une chaleur inattendue à travers moi. Ce que j'ai dit le jour de notre rencontre, sur le fait de te garder ici indéfiniment, c'était dit dans le désespoir. Je me figeais, incertaine de la direction que prenait cette conversation. « Tu n'es pas prisonnière », poursuivit-il.
Quand Ethan n'aura plus besoin de tes soins spécialisés, tu pourras retourner à ta colonie si tu le souhaites. » L'offre de liberté aurait dû m'apporter du soulagement. Au lieu de cela, je ressentis un vide étrange à l'idée de partir. Et si je souhaite rester ? La question sembla nous surprendre tous les deux. Blake se tourna complètement vers moi, son expression inhabituellement vulnérable au clair de lune. « Resterais-tu parmi des loups qui voient ton espèce avec suspicion au mieux, haine au pire ?» Je pensais à la colonie humaine où j'avais vécu comme une étrangère malgré mes années de service. Je pensais à l'attachement croissant que je ressentais envers Ethan, dont les progrès quotidiens m'emplissaient d'une fierté féroce, presque maternelle. Et, plus dangereusement, je pensais à l'homme complexe devant moi, dont la présence était devenue quelque chose que j'anticipais plutôt que de craindre. « Je pourrais, » répondis-je honnêtement, « si j'étais nécessaire. » Quelque chose changea dans les yeux de Blake, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le loup s'agitant sous sa peau. Pendant un moment à couper le souffle, je crus qu'il allait franchir la distance entre nous. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête, un geste de respect plutôt que de domination. « Tu es nécessaire, Eleanor Gray, » dit-il doucement. « Plus que tu ne le sais. » Sur ces mots énigmatiques, il partit pour la chasse, me laissant avec un prince endormi et un cœur battant bien trop vite pour mon propre bien. L'attaque survint juste avant l'aube. Je me réveillai en sursaut au son des pleurs effrayés d'Ethan, instantanément alerte malgré la lourdeur d'un sommeil épuisé. La chambre était sombre, le feu s'étant réduit en braise des heures auparavant. Mais mes yeux humains purent distinguer une silhouette ténébreuse penchée sur le berceau. Pas Blake, pas Céline. Quelqu'un de non autorisé, quelqu'un de dangereux. Bougeant silencieusement, j'attrapai la dague que je gardais sous mon oreiller, l'avertissement de Blake résonnant dans mon esprit. Si le choix se pose entre ta vie et celle d'un autre, ou pire, entre la vie d'Ethan et celle d'un autre, l'hésitation assurera seulement que vous périssiez tous les deux. Éloignez-vous de lui, ordonnai-je, surprise par la fermeté de ma voix alors que je me levais du lit. La silhouette se redressa, une femme que je reconnus comme la compagne d'un des membres du conseil, son visage tordu de dégoût alors qu'elle se tournait vers moi. « Cette abomination affaiblit notre meute », siffla-t-elle. « Le roi amoureux des humains ne peut pas le voir, mais le reste d'entre nous le peut. Un alpha infirme n'est pas un alpha du tout. » Elle tenait quelque chose dans sa main, une petite fiole contenant un liquide sombre. Du poison, très probablement. Mon estomac se souleva d'horreur en réalisant à quel point elle avait été proche de l'administrer à Ethan. « Les gardes, » commençai-je, me glissant vers le berceau, « sont occupés par une perturbation sur le mur est, » répondit-elle avec une froide satisfaction. « Une distraction arrangée par ceux fidèles à la tradition. Personne ne viendra sauver aucun de vous. » Sans avertissement, elle se jeta sur moi, ses mouvements anormalement rapides avec une transformation partielle. Des griffes acérées sortirent de ses doigts, balafres visant ma gorge. Je m'esquivai, des années passées à éviter des patients ivres me servant bien, et plongeai la dague dans son épaule, avec plus d'instinct que de compétence. Elle hurla, plus de rage que de douleur, et se tordit pour déloger la lame. Du sang éclaboussa ma chemise de nuit alors que je rampais vers le berceau, arrachant Ethan dans mes bras et reculant vers les portes du balcon. « Tu ne peux pas t'échapper », gronda la femme, avançant malgré sa blessure. « Même si tu me tues, d'autres viendront. L'héritier défectueux et sa nourrice humaine, deux tâches à effacer. » Ethan vagissait dans mes bras, son petit corps tremblant de peur. Je le serrai contre moi, le dos pressé contre la vitre froide des portes du balcon, mon esprit passant en revue des options limitées. Je pourrais essayer de fuir par le balcon, mais la chute était trop sévère. Je pourrais crier à l'aide, mais quelqu'un de loyal à Blake arriverait-il à temps? Alors que l'assassin se rapprochait, un hurlement à glacer le sang fendit la nuit, plus proche que les terrains de chasse, venant de directement sous notre balcon. Reconnaissant l'appel distinct de Blake, j'agis sur une impulsion désespérée, ouvrant les portes à la volée et me précipitant sur le balcon enneigé. « Blake !» hurlai-je dans l'obscurité, ma voix portée par l'air hivernal. « Aide-nous !» L'assassin fut sur moi en quelques secondes,
son visage tordu dans une demi-transformation qui révélait des canines allongées et un rictus sauvage. Je me détournai, protégeant Ethan de mon corps, alors que ses griffes lacéraient mon dos. La douleur flamba le long de ma colonne vertébrale, le sang chaud imbibant le tissu fin de ma chemise de nuit. Mais je refusai de crier. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. « Donne-moi l'abomination !» siffla-t-elle, nous encerclant comme le prédateur qu'elle était. « Ta mort peut être rapide. »« Jamais !» crachai-je en reculant vers la rambarde du balcon. Le vent glacial fouettait autour de nous, emportant les cris terrifiés d'Ethan dans la nuit. Où était Blake? Avais-je imaginé son hurlement? Comme en réponse, un énorme loup noir jaillit de l'obscurité en contrebas, atterrissant sur le balcon avec une grâce impossible. L'assassin pivota, son expression passant du triomphe cruel à la peur nue, alors que le roi Alpha sous forme de loup s'avançait vers elle, le poil hérissé, les yeux ambrés brûlant d'une intention meurtrière. La transformation de Blake pour reprendre forme humaine fut si rapide que j'enregistrai à peine le changement. Un instant, un loup massif, l'instant d'après un homme irradiant une telle fureur que l'air lui-même semblait crépiter autour de lui. Il ne portait qu'un pantalon de cuir, le torse nu malgré le froid mordant, chaque muscle tendu pour la violence. « Tu oses ?» Sa voix était à peine humaine, un grondement guttural qui me fit frissonner. « Tu oses attaquer mon fils ?» La femme tomba à genoux, la terreur remplaçant son arrogance précédente. « Mon Alpha, je cherchais seulement à protéger notre lignée de... » Ces mots se terminèrent dans un halètement étouffé, alors que la main de Blake se refermait sur sa gorge, la soulevant de terre. « Qui t'a envoyé? Parle !»« Le conseil, » siffla-t-elle, griffant inefficacement sa prise. « Pas tous, juste certains. Ils disaient que l'humaine t'avait ensorcelé, que le louveteau faible devait être éliminé. » L'expression de Blake devint, si possible, encore plus terrifiante. Avec une lenteur délibérée, il porta la femme qui se débattait vers le bord du balcon. « Dis à tes conspirateurs ce que tu as vu ici ce soir, » gronda-t-il. « Dis-leur que quiconque menace mon fils ou sa gardienne souffrira bien pire que toi. » Sur ce, il la projeta du balcon. Son cri déchira la nuit jusqu'à s'arrêter brusquement avec un bruit sourd. Pas une chute mortelle pour un loup, mais certainement douloureuse. À peine l'écho de son impact s'était-il dissipé que Blake était devant moi, ses mains douces alors qu'elle prenait mon visage en coupe. « Eleanor, » dit-il avec urgence. « Es-tu blessée ?»« Mon dos, » réussis-je à dire, l'adrénaline s'estompant et la douleur surgissant pour prendre sa place. Elle m'a griffé, mais je vivrai. Ethan est indemne. Le soulagement traversa les traits de Blake alors qu'il prenait son fils de mes bras, le vérifiant rapidement avant de reporter son attention sur moi. Sans avertissement, il me prit dans ses bras aux côtés d'Ethan, nous portant tous les deux dans la chaleur de la chambre. « Ah, Céline !» rugit-il, sa voix résonnant à travers les couloirs de pierre. « Viens me voir maintenant. » En attendant la guérisseuse, Blake m'allongea soigneusement sur le ventre en travers de son lit, puis plaça Ethan dans son berceau, murmurant des mots apaisants jusqu'à ce que les pleurs de l'enfant s'apaisent. La tendresse de ses gestes contrastait vivement avec la violence dont je venais d'être témoin, me rappelant la complexité de l'homme que j'étais venu. À quoi? Respecter? Faire confiance? Quelque chose de plus profond que je n'osais nommer. Céline arriva essoufflée, ses cheveux striés d'argent lâchés sur ses épaules. « Mon Alpha, qu'est-ce qui... » Elle s'arrêta net à la vue de ma chemise de nuit imbibée de sang. « Eleanor. »« Trahison. » grogna Blake, faisant les 100 pas comme le loup qu'il était. Des membres du conseil conspirant contre le trône. Ils ont envoyé un assassin pour Ethan et Eleanor pendant que j'étais à la chasse. Les yeux violets de Céline s'écarquillèrent, puis se plissèrent de fureur froide. « Qui ?»« Je le découvrirai sous peu, » promit Blake, son ton me rendant reconnaissante de ne pas être parmi les conspirateurs. « Soigne les blessures d'Eleanor pendant que je sécurise la forteresse. » Il s'arrêta à la porte, me regardant avec une intensité qui me coupa le souffle. « Je reviendrai bientôt. Tu es en sécurité maintenant. » Après son départ, Céline m'aida à retirer la chemise de nuit ruinée, ses mains exercées douces
alors qu'elle nettoyait les 4 entailles parallèles à travers mon dos. « Celles-ci laisseront des cicatrices, » dit-elle avec regret. « Les griffes de métamorphes laissent toujours des marques. Les cicatrices sont juste des histoires écrites sur la peau, » répondis-je, grimaçant alors qu'elle appliquait un baume piquant. « Je peux vivre avec. » Céline travailla en silence pendant plusieurs instants, puis dit doucement. « Tu aurais pu fuir avec Ethan, te sauver toi-même. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» La question me surprit, bien que je supposasse qu'elle n'aurait pas dû. Et aller où? Dans une tempête de neige avec un nourrisson qui a besoin de soins spéciaux et des assassins qui suivraient? De plus? J'hésitais, la vérité difficile à articuler. De plus quoi? Incita Céline. De plus, c'est ici que nous appartenons maintenant, admis-je doucement. Ethan et moi. Je ne pouvais pas le quitter. Et tu ne pouvais pas quitter... Blake, finit-elle pour moi, un ton entendu dans sa voix. Tu ne pouvais pas quitter Blake. Je ne dis rien, refusant de confirmer ce qui semblait de plus en plus évident, que mes sentiments pour le roi Alpha avaient évolué bien au-delà du devoir professionnel ou même de l'amitié. Céline soupira, finissant les bandages autour de mon torse. La meute chuchote sur la façon dont ils te regardent, certains avec inquiétude, d'autres avec intérêt. Aucun alpha n'a jamais pris de compagne humaine, mais aucun alpha n'a jamais défié le conseil pour sauver un héritier handicapé non plus. Elle m'aida à enfiler une chemise de nuit propre. Blake Stone réécrit nos lois à chaque respiration qu'il prend. « Vous dites cela comme si vous approuviez ?» observai-je, m'asseyant avec précaution. Un rare sourire toucha ses lèvres. Le changement arrive à toute chose finalement, Eleanor. Même aux meutes aussi anciennes que la nôtre. Peut-être surtout aux meutes aussi anciennes que la nôtre. Son expression redevint sérieuse. Mais sois prévenu, le changement vient rarement sans effusion de sang. Ces paroles se révélèrent prophétiques. Au cours des jours suivants, la forteresse devint un champ de bataille politique et de loyauté. Blake agit avec une efficacité impitoyable, identifiant les membres du conseil impliqués dans la conspiration et rendant une justice rapide. 2 furent exécutés publiquement, un rappel sinistre des conséquences de la trahison. 3 autres furent bannis, dépouillés de leur rang et de la protection de la meute. Les membres restants du conseil jurèrent une fidélité renouvelée, bien que par loyauté véritable ou par peur, cela restait à voir. Tout au long de cette tourmente, Blake visitait nos chambres chaque soir, son attitude s'adoucissant visiblement lorsqu'il franchissait le seuil. Il s'asseyait près du berceau d'Ethan, lisant souvent d'anciennes histoires de la meute à voix haute d'une voix grave et apaisante qui ne manquait jamais d'endormir son fils. Ensuite, invariablement, il tournait son attention vers moi, s'enquérant de ma guérison, discutant des progrès d'Ethan et partageant progressivement plus de lui-même. J'appris son enfance en tant que second fils, jamais censé régner jusqu'à la mort de son frère aîné dans des guerres territoriales. Son mariage arrangé avec Anya, une alliance politique qui s'était épanouie en affection véritable, sinon en amour passionné, sa vision d'une meute qui valorisait la force de caractère aux côtés des prouesses physiques. En retour, je partageais des histoires de la sagesse de ma grand-mère, ma fascination précoce pour les arts de la guérison et l'isolement d'être différente dans une communauté qui prisait la conformité. Chaque échange construisait un pont entre nos mondes, travé par travées fragiles. 2 semaines après l'attaque, Blake entra dans nos chambres avec une hésitation inhabituelle, quelque chose dissimulé derrière son dos. « Tu es presque guéri », observa-t-il, hochant la tête vers mon dos, où les blessures s'étaient refermées en lignes roses, grâce au baume de Céline. « Presque », convins-je, curieuse de son humeur étrange. « Quelque chose ne va pas ?» « Non. » Il semblait lutter avec les mots, ce qui n'était pas caractéristique de l'alpha habituellement décisif. « J'ai quelque chose pour toi, un gage de gratitude pour ta protection d'Ethan. » De derrière son dos, il sortit un délicat diadème en argent orné de pierres de lune et d'ambre, des pierres précieuses qui correspondaient exactement à nos yeux. J'eus le souffle coupé, reconnaissant sa signification d'après les histoires que j'avais étudiées. Ce n'était pas un simple bijou, mais un symbole de haut statut au sein de la meute. « Blake, je ne peux pas accepter ça. Les autres accepteront ce que leur alpha décrète. »
m'interrompit-il, mais doucement. Tu as gagné cette reconnaissance, Eleanor. Tu as versé ton sang pour défendre la lignée royale. Par la loi de la meute, cela fait de toi sa gardienne, sa famille. Mes doigts tremblèrent en touchant le magnifique diadème. Cela change les choses. Oui, convint-il, ses yeux ambrés fixés sur mon visage. En effet, ce soir-là, sur l'insistance de Blake, je rejoignis le rassemblement hebdomadaire de la meute dans le grand hall pour la première fois. Vêtu d'une robe vert forêt fournie par Céline, le diadème d'argent reposant sur mes cheveux blonds, je portais Ethan dans mes bras alors que nous entrions aux côtés de Blake. Un silence tomba sur les métamorphes assemblés. Des centaines d'yeux se tournèrent pour observer cette scène sans précédent. Leur alpha, une humaine portant les insignes de la meute, et l'héritier handicapé précédemment condamné à mort. Blake éleva la voix, l'autorité naturelle qu'elle contenait commandant une attention absolue. Ce soir, nous honorons le courage et la loyauté. Eleanor Grey s'est montrée digne de la protection et du respect de la meute. Elle porte le diadème de gardienne par droit du sang versé pour la défense de la lignée royale. À partir de ce jour, elle doit se voir accorder le statut de membre de la meute et de gardienne royale. Son regard balaya le hall, défiant quiconque de s'y opposer. Est-ce compris ? Un murmure d'assentiment parcourut la foule. Certains impatients, d'autres réticents, mais aucun n'osant contredire leur alpha ouvertement. Alors que nous nous déplacions dans le rassemblement par la suite, j'étais parfaitement consciente des réactions mitigées. Des regards curieux, des hochements de tête respectueux et, oui, quelques regards hostiles rapidement masqués. Pourtant, quelque chose avait fondamentalement changé. Je n'étais plus simplement l'infirmière humaine, mais quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit dans la hiérarchie de la meute. Plus tard dans la soirée, alors que je me préparais à me retirer, Blake me rejoignit sur le balcon où nous avions pris l'habitude de regarder les étoiles après qu'Ethan se soit endormi. La nuit était claire, d'innombrables diamants éparpillés sur du velours noir, la lune décroissante, projetant une douce lumière argentée sur le paysage enneigé. « Il commence à t'accepter », observa Blake, se tenant plus près que d'habitude, sa chaleur un bouclier contre le froid hivernal. Certains d'entre eux, convins-je prudemment. D'autres auront besoin de plus de persuasion. Il se tourna vers moi, son expression inhabituellement vulnérable. « Et qu'en est-il de moi, Eleanor ? T'ai-je convaincu ?» « De quoi ?» demandai-je, bien que je soupçonnasse de connaître la réponse. Une réponse qui m'excitait et me terrifiait à la fois. Qu'il pourrait y avoir une place pour toi ici. Pas juste comme gardienne d'Ethan, mais comme... Il hésita, cherchant ses mots. Comme quelque chose de plus permanent. Mon cœur rata un battement dans ma poitrine. Blake, je suis humaine. Vous êtes le roi alpha. Les implications de quelque chose de plus permanent sont... Je sais exactement ce qu'elles sont, m'interrompit-il, sa voix basse et intense. Je les ai considérées sous tous les angles. Les ramifications politiques, les traditions brisées, le potentiel de conflit. Et j'ai décidé qu'aucune d'elles ne compte comparée à ce que je ressens quand je te regarde. Ces mots restèrent suspendus dans l'air glacial entre nous, honnêtes et sans fioriture. Pas de déclaration fleurie ou de grandes promesses, juste la simple vérité d'un homme peu habitué à la vulnérabilité. Je me trouvais incapable de détourner le regard de ses yeux ambrés, qui reflétaient la lumière des étoiles avec une intensité presque surnaturelle. « Et que ressentez-vous » demandai-je doucement, osant à peine respirer. Blake se rapprocha, une main se levant pour caresser ma joue, avec une douceur inattendue. « La paix, » dit-il. « La clarté. » Comme si une tempête dans laquelle je vivais depuis des années s'était enfin calmée. Son pouce traça la courbe de ma pommette. Je ressens de l'espoir, Eleanor. Pour moi-même, pour Ethan, pour l'avenir de la meute. Et cela a commencé au moment où tu as défié un roi alpha dans une clairière enneigée, défendant un louveteau que tu n'avais aucune obligation de protéger. Mon cœur tonnait contre mes côtes alors qu'il se penchait plus près, son front reposant contre le mien. « Je ne peux pas t'offrir un chemin facile, » murmura-t-il. « Il y aura toujours ceux qui s'opposent au changement,
qui craignent la différence. Mais je peux t'offrir ma protection, ma loyauté, et tout ce qui réside dans ce cœur meurtri qui est le mien, et qui se souvient encore comment aimer. Aimer. Le mot résonna en moi comme une cloche frappée dans un sanctuaire silencieux. Était-ce cela, ce sentiment? La certitude qui avait grandi entre nous à travers le danger, les nuits calmes et un but partagé. J'ai peur, avouai-je, ma voix à peine audible. De moi? La douleur traversa ses traits. Non, je secouai légèrement la tête, ne voulant pas rompre la connexion entre nous. De perdre ça, de construire quelque chose de beau seulement pour le regarder se briser. Le fossé entre nos mondes peut être comblé, insista-t-il. Il a été comblé chaque jour que tu as passé ici. Chaque moment où tu as montré à mon peuple que la force vient sous des formes qu'il n'avait jamais considérées. Sa main glissa pour soutenir ma nuque. Eleanor Gray, je te demande de rester. Pas comme l'infirmière d'Ethan, pas comme une étrangère tolérée, mais comme ma compagne choisie, mon égale. Le poids du moment pressa sur moi, l'énormité de ce qu'il offrait, ce que j'accepterais si je disais oui. Je pensais à ma petite vie dans la colonie humaine, la clinique où j'étais nécessaire mais jamais vraiment valorisée. Je pensais à Ethan, qui avait réclamé un morceau de mon cœur dès ce premier moment dans la forêt, et je pensais à Blake, cet homme complexe qui avait défié des siècles de tradition par amour pour son fils, et peut-être pour moi. Ma réponse se forma sans décision consciente, montant d'une certitude profonde et inébranlable. Oui, chuchotai-je. Je resterai. Le baiser qui suivit fut doux au début, hésitant, interrogateur, puis s'approfondissant avec une fin qui sembla allumer quelque chose de primal entre nous. Ses bras m'encerclèrent complètement, me tirant contre la chaleur solide de son torse, comme s'il pouvait m'absorber en lui. Je répondis avec une ferveur égale. Des mois de désir inavoué trouvant enfin une expression. Quand nous nous séparâmes finalement, tous deux à bout de souffle, Blake reposa son front contre le mien une fois de plus. « Il y a un rituel, » dit-il doucement. « Un moyen de te lier à la meute formellement, de te protéger du défi. Si tu es prête, Anna, dis-moi, » répondis-je, déjà certaine de ma réponse, peu importe ce que le rituel impliquait. « Une cérémonie de marquage, » expliqua-t-il, ses doigts traçant la ligne de ma clavicule. « Ma marque sur ta peau, preuve visible de ma protection et de ma revendication. » La pointe possessive dans sa voix envoya un frisson à travers moi qui n'avait rien à voir avec la peur. « Une morsure. » Il hocha la tête. « Ici. » Ses doigts effleurèrent en la jonction, où mon cou rencontrait mon épaule. Ce serait permanent, visible. Une déclaration à tous ceux qui l'avoinent que tu appartiens à l'alpha, à moi, et que quiconque te fait du mal répondra directement à moi. Je considérais cela, les implications de porter un tel symbole visible. Et que serais-je pour la meute après? Toujours une étrangère? Non. Sa réponse fut immédiate et ferme. Tu serais la compagne de l'alpha, seconde seulement après moi en autorité. Un sourire ironique toucha ses lèvres. Bien que je soupçonne que beaucoup apprendront rapidement que te contrarier est aussi dangereux que de me contrarier. L'idée d'un tel pouvoir, d'une telle responsabilité était intimidante. Pourtant, n'avais-je pas déjà commencé à assumer ce rôle de petite manière? Conseillant Blake sur les questions de santé pour les enfants de la meute, arbitrant les disputes qui venaient à notre attention, me tenant à ses côtés lors des rassemblements. « Quand ?» demandai-je. Décision prise. Ses yeux s'assombrirent, les pupilles se dilatant. Traditionnellement à la prochaine pleine lune. Mais je me trouve peu disposée à attendre si longtemps. Un rire m'échappa, nous surprenant tous les deux. La patience n'a jamais été votre plus grande vertu, Alpha. Pas quand quelque chose de précieux est à ma portée, convint-il, son sourire transformant ses traits habituellement sévères en quelque chose de dévastateur dans sa beauté. La cérémonie de marquage eut lieu 3 nuits plus tard, au lever de la lune. Contrairement à la plupart des rituels de la meute, celui-ci était intime, dont les seuls témoins étaient Céline en tant que guérisseuse de la meute et aînée, et Ethan,
qui regardait depuis son berceau avec ses yeux extraordinaires qui semblaient comprendre bien plus qu'un nourrisson ne le devrait. Je m'agenouillai devant Blake dans un cercle de clair de lune, projeté par les hautes fenêtres de la chambre rituelle privée, vêtu d'une simple tunique blanche. Mes cheveux avaient été tressés avec des fils d'argent et de petites pierres de lune par les mains soigneuses de Céline, le diadème de gardienne reposant au sommet. « Viens-tu de ton plein gré recevoir la marque de l'alpha » demanda Céline, ses yeux violets solennels. « Oui, » répondis-je clairement, ma voix stable malgré l'anticipation nerveuse qui me parcourait. « Comprends-tu que cette marque te lie à la meute, à nos lois et à notre protection jusqu'à ce que la mort vous sépare ?»« Je comprends. » Céline se tourna vers Blake, qui se tenait devant moi en cuir cérémoniel, orné des symboles anciens de sa famille. « Alpha, revendiques-tu cette femme comme tienne pour la protéger et subvenir à ses besoins, pour l'honorer et la chérir selon la loi de la meute ?»« Je le fais, » répondit Blake, sa voix grave résonnant dans la chambre. « Et plus que la loi de la meute ne l'exige. Je la revendique comme mon égale, ma partenaire en toutes choses. » Les sourcils de Céline se levèrent légèrement à cet ajout au vœu traditionnel, mais elle hocha la tête en signe d'acceptation. Alors que l'union commence, Blake s'agenouilla devant moi, nos yeux au même niveau, ses mains prenant doucement mon visage en coupe. « Cela fera mal, » prévint-il doucement pour mes seules oreilles. « Mais je serai aussi doux que je le peux. » Je hochai la tête, penchant la mienne pour exposer la courbe de mon cou. « Je n'ai pas peur. » Ses lèvres effleurèrent les miennes brièvement, tendrement, avant qu'il ne vienne se blottir contre ma gorge. Son souffle chaud contre ma peau. Je sentis les pointes acérées de ses canines allongées alors qu'il se transformait partiellement, juste assez pour le marquage. La douleur explosa alors que ses dents percèrent la peau, vive et brûlante. Je haletais, mes mains agrippant instinctivement ses épaules. Pourtant, sous la douleur vint quelque chose d'inattendu. Une vague de chaleur se propageant depuis la morsure à travers tout mon corps. Une sensation de connexion qui transcendait le physique. Quand Blake se retira finalement, léchant la plaie pour la refermer dans un geste à la fois primal et intime, je me sentis changer d'une manière que je ne pouvais articuler, comme si quelque chose de fondamental avait bougé en moi, s'alignant sur un rythme que je n'avais jamais perçu auparavant. « C'est fait », proclama Céline, une note d'émerveillement dans sa voix. « Le lien est formé. » Elle s'approcha, examinant la marque avec un intérêt professionnel. Forte et claire, personne ne se méprendra sur sa signification. Blake m'aida à me relever, son bras me soutenant alors qu'une vague de vertige me traversait. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans son expression. « Différente, » admis-je, mais pas d'une mauvaise façon. Je me sens connectée à vous, à la meute, même à la lune elle-même. Je touchai la marque doucement, la trouvant sensible mais déjà en train de guérir. Est-ce normal ? Céline et Blake échangèrent des regards. Pas entièrement, dit Céline prudemment. Une telle conscience est commune parmi les loups, mais rarement vécue par les compagnes humaines. Peut-être qu'Eleanor est plus que ce que nous avions compris, suggéra Blake, m'étudiant avec un émerveillement renouvelé. Peut-être que la déesse de la lune avait des plans pour elle bien avant qu'elle ne trouve Ethan dans la neige. Les jours qui suivirent apportèrent des changements à la fois subtils et profonds. L'attitude de la meute envers moi changea notablement. Le respect remplaçant la tolérance. La curiosité surmontant la suspicion. Même les membres les plus traditionnels inclinèrent la tête quand je passais, la marque de l'alpha visible au-dessus des cols de mes robes. Plus surprenants furent les changements en moi-même. Mes sens semblaient ne plus aiguisés, pas autant que ceux d'un loup, mais au-delà de la perception humaine ordinaire. Je me trouvais consciente des humeurs de Blake, même lorsqu'il était à l'autre bout de la forteresse, attiré par sa présence comme une boussole trouvant le nord. Et Ethan, mon lien avec lui s'approfondit d'une manière qui semblait presque mystique, comme si la cérémonie de marquage avait officialisé ce que mon cœur avait déjà réclamé. Le printemps arriva tôt cette année-là, la neige fondant pour révéler de tendres pousses vertes perçant la terre sombre.
Lors du premier jour vraiment chaud, Blake insista pour que nous emmenions Ethan dans les jardins, où les fleurs sauvages avaient dû commencer à tapisser le sol d'éclats de couleurs vibrantes. Je m'assis sur un banc de pierre, regardant Blake placer Ethan soigneusement sur une couverture étendue sur l'herbe. À 6 mois, le nourrisson avait fait des progrès remarquables. Bien que ses jambes ne fussent jamais aussi fortes que celles des autres loups, les exercices quotidiens et les attelles spécialisés que j'avais conçus lui permettaient une mobilité limitée. Plus important encore, son esprit était vif, son ardeur intacte malgré ses défis physiques. « Essaie encore », encouragea Blake, se positionnant à quelques mètres de son fils. « Viens vers moi, Ethan. » Le bébé se redressa avec détermination, son petit visage froncé par la concentration. Utilisant ses bras et la force limitée de ses jambes, il commença à avancer, ne rampant pas normalement, mais avec un mouvement unique et efficace qu'il avait développé lui-même. « Regardez-le » dis-je doucement, la fierté gonflant ma poitrine. Il a trouvé sa propre façon de bouger. L'expression de Blake contenait une joie si féroce qu'elle me mit presque les larmes aux yeux. Tout comme tu avais dit qu'il le ferait. Quand Ethan atteignit finalement son père, Blake le souleva avec un rire triomphant, le faisant tourner doucement alors que le bébé gloussait de plaisir. Il ne courra jamais avec la meute comme le font les autres, reconnut Blake, amenant Ethan pour me rejoindre sur le banc. Mais il les dirigera avec sagesse et compassion, au-delà de ce que n'importe quel alpha avant lui a montré. Il rencontra mon regard, ses yeux ambrés remplis de certitude. Et il t'aura à remercier pour nous avoir montré à tous un autre type de force. Je touchai ma marque, maintenant une cicatrice argentée qui semblait scintiller sous certaines lumières. Nous nous sommes montrés mutuellement, corrigeai-je, m'appuyant contre son épaule alors qu'Ethan tendait la main vers une mèche de mes cheveux pâles. Tous les trois. Alors que le soleil de l'après-midi nous baignait d'une lumière dorée, je réfléchis au voyage qui m'avait amené ici, de paria à bien-aimée, de guérisseuse solitaire à gardienne royale, d'humaine à quelque chose qui n'était plus tout à fait humain, mais quelque chose de plus que ce que j'avais été auparavant. Le chemin n'avait été ni droit, ni facile, marqué par le sang, la peur et un amour féroce. Pourtant, en regardant Blake et Ethan, la forteresse qui était devenue mon foyer et la meute qui était devenue ma famille, je sus avec une certitude absolue que je choisirais ce chemin à nouveau. Certaines âmes sont destinées à jeter des ponts entre les mondes, à défier les frontières, à redéfinir ce que signifie vraiment la force. En trouvant Ethan ce jour enneigé dans la forêt, je n'avais pas seulement changé sa vie. J'avais découvert mon propre destin, écrit dans la lumière des étoiles et scellé par le baiser d'un alpha.